Alors, évidemment, quand on parle à cette heure-ci, tout est dit et l'on vient trop tard depuis 9h30 qu'il y a des orateurs et qui pensent. Vous allez voir qu'on va retrouver des choses qui ont déjà été un peu formulées. Voilà. Donc, voilà l'autre remarque introductrice que je voulais faire. Ça peut être aussi ma conclusion. On peut mettre en cause tous ces programmes. De fait, vous verrez que quelque chose comme la figure d'Ulysse ou les topoi que l'on retrouve dans les récits de voyage, les voyages de découverte, etc., devrait vous permettre de circuler à travers les différentes thématiques et surtout justement d'encourager une perception des textes comme inscrits dans des réseaux, pas seulement dans des groupements de textes, mais dans des réseaux. Donc, quand l'éditeur du Nouveau Monde d'Amerigo Vespucci, Jean-Paul Duviols, présente en 2005 le texte même des voyages de Vespucci, il souligne son caractère de best-seller. Nous sommes au tout début du XVIe siècle, donc c'est, comme on dirait aujourd'hui, un best-seller, et il nous dit « Mundus Novus est sans doute le premier grand succès d'édition depuis la découverte de l'imprimerie » concernant un texte contemporain. Et pour lui, le succès s'explique assez facilement. Il est permis de penser qu'en 1504, l'éditeur qui a donné le titre de Mundus Novus, et sans doute Amerigo lui-même, avait la quasi-certitude que les terres découvertes étaient nouvelles et le pressentiment qu'il s'agissait d'un continent nouveau, indépendant de l'Asie. Ce qui veut dire naturellement que le Nouveau Monde n'a pas été découvert quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, parce qu'il n'a pas découvert l'Amérique, il a simplement découvert un nouveau moyen d'atteindre les Indes. C'est seulement quand on apprend à penser le nouveau comme nouveau qu'on a effectivement découvert quelque chose. Alors, les relations de Vespucci peuvent effectivement apparaître comme l'archétype des récits de voyage de la Renaissance, de cette Renaissance alors des 15e et 16e siècles, je précise, parce qu'après tout, il y en a eu d'autres. Il y a la Renaissance du 14e siècle dans les territoires, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Italie, mais vous savez qu'il n'y a pas d'Italie à cette époque, et je fais la réflexion parce que nous allons parler d'ici peu de Dante quelque peu. Donc, c'est, je dis, l'archétype des récits réels ou fictifs. Et on voit, alors on citait un colloque où on était, je rentre d'un colloque de 17e aux États-Unis où nous travaillons en particulier sur l'anachronisme. Et on citait justement les textes d'un missionnaire qui s'appelle Dutertre, qui, au milieu du XVIIe siècle, décrit, alors pour lui, les sauvages des Caraïbes, en fait des Antilles, pas seulement les sauvages, les esclaves, et il reprend exactement certains des lieux communs, j'y reviendrai tout à l'heure, que Vespucci a déjà mis en œuvre dans son propre travail. Donc, le thème même du voyage devient central dans la littérature et la circulation des motifs et des textes eux-mêmes permet d'articuler la lecture des productions de l'époque. Alors, production cartographique ou textuelle, mais même si je vous propose un petit PowerPoint très peu ambitieux, il n'y aura pas d'image car je m'intéresse à la circulation des textes. Donc, de l'utopie de Thomas More, 1516, au tiers-livre, quart-livre de Rabelais au milieu du XVIe siècle, qui est d'ailleurs l'époque à laquelle paraît la traduction en français de Leblond de l'utopie. Et puis, plus loin encore, à André Thévet, grand voyageur, à Jean de Léry, l'auteur de l'histoire d'un récit, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, voire à Montaigne, peut-être plus connu et
parfois plus lisible. Les schèmes qui circulent sont en place depuis le début du siècle et justement ces relations de Vespucci. Et c'est dans ce contexte, et c'est ça qui m'intéresse, que s'inscrivent les méditations d'un Ronsard, d'un Du Bellay et de tant d'autres sur... Bon, je pense à Du Bellay parce que, évidemment, je pense à l'heureux qui, comme Ulysse, le sonnet 31 des regrets, qui n'en est qu'un exemple. C'est donc dans ce contexte que s'inscrivent toutes ces méditations sur le retour, sur le voyage, etc. Donc, observer la circulation non seulement des motifs, mais encore et surtout des formes mêmes que ces motifs prennent dans les textes, c'est mieux saisir, me semble-t-il, la portée que peuvent avoir, que ces textes peuvent avoir, enfin que ces thèmes peuvent avoir, et l'écho des textes, alors qu'on appellerait aujourd'hui littéraire à l'époque. Alors, vu le retour au texte des anciens que cette renaissance particulière a impliqué, on voit aussi, avec, je pense à toutes les... Donc, au recours au texte, traduction en latin, traduction en langue vernaculaire, on voit aussi comment des topoi hérités de l'Antiquité, on peut penser à propos d'Ulysse, à Horace dans l'art poétique au vers 141-141, « Dis-moi, Muse, le héros qui, après la prise de Troie, vit tant d'hommes et de caractères différents et visita tant de sites. » Donc, une tradition ancienne, et ces topoi, dans cette tradition, reprennent vie et trouvent une forme et une place dans la culture contemporaine. Je dirais qu'il y a conjonction entre, et là on revient à cette notion peut-être de texte fondateur dont nous avons discuté à l'instant, il y a une conjonction entre une actualité, donc les grands voyages, les voyages de découverte, les premières colonisations à la limite, donc un modèle contemporain du récit de voyage, et un retour aux textes antiques. Donc on voit comment la vogue des récits fictifs de voyage, cette fois, ou voyages de découverte fictifs eux-mêmes, peut se nourrir à des sources comme l'histoire véritable de Lucien, donc au IIe siècle, c'est peut-être bien connu, et pardonnez-moi si à l'occasion je donne un peu l'impression de reprendre des choses qui seront certainement connues. Alors, à propos de cette tradition, on peut penser au milieu du XVIIe siècle à Cyrano de Bergerac et à son autre monde, les États et empires de la Lune et les États et empires du Soleil. On peut penser au voyage de Gulliver de Swift en 1726, revu en 1735. On peut encore penser à Micromégas dont nous venons de parler. J'en passe, la liste est ici loin d'être exhaustive. Ça veut dire que l'actualité, donc l'ouverture du monde, permet à une double tradition, la tradition antique issue des poèmes homériques et de la culture hellénique et hellénistique, et une tradition moderne du récit de voyage de découverte, de produire tout un corpus de textes surdéterminés précisément par le fait qu'ils se rattachent à cette double tradition. Alors, j'emploie le terme de surdéterminé que j'emprunte à Michael Rifater, qui a écrit un livre sémiotique de la poésie, mais un article aussi où il donne déjà toute cette théorie, l'illusion référentielle, the referential fallacy. Si le terme pose problème, on pourra en reparler tout à l'heure. Il est aussi emprunté à la psychanalyse et il caractérise précisément cette nature, cette caractéristique du texte de s'inscrire, ou du langage, des termes eux-mêmes, d'être pris dans des réseaux concurrents et concomitants en même temps. Pour vous donner un exemple, au fond,
outre la syntaxe, la forme des mots peut jouer, et l'on peut penser à Amelette, Ronsardelette, Mignonnelette, etc., où vous voyez que, outre le fait qu'il y a un terme et ses appositions, vous avez une reprise qui, en somme, rend tous les termes semblables par leur forme même. Donc, mes réflexions, alors encore une fois, qui peuvent suivre parfois, puisque c'est un récit de voyage, une tendance un peu divagante, je me perds à l'occasion en chemin, vise précisément à élargir le contexte de lecture de textes plus ou moins canoniques, comme du Belair, Rabelais, Montaigne, etc. Alors, en m'intéressant à un auteur, alors comme Jean de Léry, par exemple, protestant engagé dans l'essai d'installation d'une France antarctique, ça c'est le terme de André Tévez, qui a cette espèce de fantasme d'une colonie au Brésil, c'est ce dont il s'agit. Donc Jean de Léry, devenu pasteur à son retour et qui a publié précisément ce que j'évoquais, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, édité pour la première fois en 1578, c'est-à-dire 20 ans après son retour, et qui connaît de nombreuses rééditions, c'est-à-dire que c'est un contemporain de Montaigne. Donc en pensant à lui, je voudrais montrer la force productrice du topos odysséen. Bon, si, comme François Hartog le rappelle ou l'analyse dans Mémoire d'Ulysse, récit sur la frontière en Grèce ancienne, ça a été publié en 1996 chez Gallimard. Donc, si, comme il le rappelle, Ulysse, c'est celui qui rejette l'apothéose, qui veut rentrer chez lui, donc qui choisit la vie humaine et le quotidien. Il me semble que, comme d'ailleurs Michel de Certeau l'a fait à propos de Léry que Lévi-Strauss aimait aussi bien comme une sorte d'ancêtre de l'ethnographie, ou ancêtre, ou pionnier, etc. Donc si, comme Michel de Certeau l'a fait, on peut étudier, en somme, la manière dont se crée une dialectique entre l'ici et l'ailleurs. Alors, dans les textes du XVIe siècle, c'est le par-deçà, ici, et par-delà, de l'autre côté des océans. Donc, si on peut étudier cela, ça veut dire que, outre mes réflexions générales, je vous proposerai au moins un exemple de cette dialectique. Donc, je vous proposerai en fin de présentation très rapidement des lectures plus détaillées, mais très légèrement détaillées, puisque nous n'avons pas autant de temps que cela. Alors, je n'ai certainement pas la prétention, il faut dire que mon propre passage dans les classes du secondaire comme élève remonte à plus d'une cinquantaine d'années, comme enseignant à une quarantaine d'années, les choses ont dû beaucoup changer. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de savoir quelle complexité vous allez pouvoir donner à vos présentations, ni même, et c'est peut-être plus important, quelles ramifications culturelles on peut donner au texte. Je vous proposerai donc un certain nombre d'horizons de direction. Encore une fois, elles sont peut-être bien connues, mais ce serait plutôt une bonne chose. Ce sont des propositions que vous pourrez, à votre gré, suivre, modifier, utiliser, adapter, etc. Donc, je finis quand même par une autre remarque préliminaire. Je viens d'évoquer mon grand âge, ça veut dire que je me rappelle encore très bien, ça, pour l'instant, la mémoire va encore, mais je me rappelle très bien un temps où nous n'avions pas, justement, tout de suite à notre disposition l'Internet pour trouver des renseignements, ou pour aller d'où les bibliothèques ne nous présentaient que des catalogues imprimés. Non, il y avait la modernité des microfiches et des microfilms, pardon. Mais à part cela, au fond, pas de scanner, pas de cyberespace. Ça veut dire que si, à mon époque, pardonnez-moi, si à mon époque c'était vrai, alors pensez au XVIe siècle, les communications n'avaient rien à voir. Ce qui fait que les relations de Vespucci, dont je vous parlais, sous forme de lettres, peuvent aussi très bien illustrer, lorsqu'il écrit à son protecteur florentin Lorenzo le Magnifique, Laurent le Magnifique, alors c'est aussi un modèle intéressant
de la place, de l'importance de ces correspondances avec des patrons, bon, c'est un Florentin, je le disais, mais aussi on peut voir l'importance du réseau de correspondance épistolaire dans la République des lettres, c'est-à-dire dans cette société, dans cette République sans territoire, qui réunissait alors les érudits, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui les intellectuels de l'époque, et de la même manière leurs entretiens plus ou moins savants dans lesquels ils pouvaient se rapporter leurs réflexions et leurs découvertes, entretiens qui donnent précisément au moins sur le papier, occasion à la naissance d'un texte comme l'Utopie, puisqu'il s'agit de discussions entre Thomas More lui-même, alors comme personnage et comme narrateur, et Pierre Gilles, son correspondant dans les Pays-Bas. Donc, il me semble qu'au fond, on pourrait aussi élargir la question à un mode de communication à l'époque. Donc, je commence par, très rapidement, évoquer un topos des variantes. C'est la loi même de cette réflexion sur les topos. Vous savez peut-être que la notion même de topos a été mise à la mode par Curtius dans ses réflexions sur la littérature, disons, néo-latine en Europe. Donc, on voit comment le topos odysséen, Ulysse, etc., peut être actualisé de manière pleine ou simplement allusive, ou en tout cas d'une manière qui semble le vider finalement pratiquement de tout contenu sémantique. Après tout, chez Du Bellay, heureux qui communie, ça fait un beau voyage. Je m'empresse tout de suite de dire que même si ça a l'air très vide, au fond, il est allé en Italie, il n'est pas allé si loin. À l'époque, c'était peut-être loin. Ce n'est pas la même chose que de faire ces grands voyages de découverte. Ce n'est pas la même chose que de découvrir tous ces pays différents, etc. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même sous cette forme apparemment disons, beaucoup plus mince, le topos a quand même pu être analysé par quelqu'un comme Guy Demenson comme une forme complètement ironique de l'utilisation des topos. Donc, rien n'est jamais si simple que cela. Mais vous pouvez aussi avoir des variantes païennes, des variantes chrétiennes, des critiques chrétienne de la variante païenne. Alors, dans ma dernière sauvegarde, j'ai perdu une diapositive, c'est sans importance. J'évoque simplement très rapidement Basile au IVe siècle, Saint Basile, qui, dans son traité sur la manière de profiter des lettres ou des sciences profanes, nous met en garde, enfin, met les jeunes élèves de l'époque en garde, mais quand ils, les poètes, nous présenteront d'infâmes personnages, nous nous boucherons les oreilles pour nous garantir de pareils exemples, comme Ulysse, suivant leur rapport pour éviter le chant des sirènes, Odyssée 1.12, vers 173. Et vous voyez comme c'est fascinant, parce qu'en fait, il ne cite pas exactement la réalité de l'Odyssée d'Homère, c'est juste une idée qui circule. En fait, si vous vous rappelez, Ulysse s'est fait attacher au mât pour pouvoir entendre le chant des sirènes. Et du coup, ça permettra au mât de devenir, dans d'autres textes, une sorte d'image de la raison droite à laquelle on peut se garder. Mais voilà Basile, en somme, en train de nous mettre en garde habilement à partir de ce topos. Donc, Thévet lui-même, André Thévet, qui a été un grand voyageur, et c'est contre lui que Jean de Léry écrit toujours, eh bien, d'après Franck L'Estringant, qui est un grand spécialiste des récits de voyage du XVIe siècle, il se présente très volontiers en Ulysse chrétien, et je cite ici la suite donc, de la remarque de L'Estringant. Thévet n'avait guère tardé à se recommander de ses travaux d'Ulysse auprès de tout ce que l'Europe d'alors comptait de savants et de géographes de cabinet. Alors les travaux d'Ulysse, gardez cela en mémoire parce que ça devient précisément un marqueur à l'époque. Alors, je reviens à Vespucci. Racontant son premier voyage,
il explique que les 4 navires découvrirent une grande étendue, je cite là, de terre ferme et une infinité d'îles, la plupart d'entre elles habitées et dont les auteurs anciens ne font pas mention. Je crois que c'est parce qu'ils n'en avaient pas eu connaissance. Car, si je me souviens bien, j'ai lu chez l'un d'entre eux qu'il considérait que dans cette mer Océane, il n'y avait pas d'habitants. J'en arrive à ce qui m'intéresse le plus. C'était aussi l'avis de Dante, notre poète, le Florentin, notre poète, dans le chapitre 26 de... Alors, je pense, voilà... Voilà le chapitre 26, je ne le commenterai pas, mais il évoque le châtiment d'Ulysse précisément, et il renvoie implicitement à la prédiction de Tirésias dans le chant 11 de l'Odyssée. Donc, je reprends ma citation. Dans le chapitre 26 de l'Enfer, donc première partie de la Commedia, qui ne s'est appelée la Divine Comédie qu'après Pétrarque, ou de la vie de Dante, notre poète, dans le chapitre 26 de l'Enfer, où se trouve la fiction de la mort d'Ulysse, etc. Donc vous voyez, on est déjà dans cette tradition odysséenne. Donc, d'une manière caractéristique, Vespucci, ici, corrige les anciens en se fondant sur son propre témoignage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler parce qu'en fait, tous ceux qui écrivent après leur voyage nous expliquent qu'ils ont vu tout cela. Or, ce qui est intéressant, c'est que quand ils écrivent ce qu'ils ont vu, curieusement, ils l'écrivent comme on a déjà écrit. Donc, le plus intéressant, donc, c'est que il cite Dante, et qui est l'Inferno, la comédie, c'est un voyage qui se passe sous l'égide de Virgile, qui est, vous le savez, l'auteur de l'Énéide, Énéide qui reprend en quelque sorte et l'émule, disons, ou est un texte émule de l'Odyssée, tout en proposant une sorte de variante, puisque pour Ulysse, il s'agit effectivement d'un voyage dont on revient, tandis que pour Énée, il s'agit au contraire d'un voyage instaurateur, puisqu'il s'agit de fonder une nouvelle patrie. Vous savez aussi que c'est devenu un soutien idéologique de nombreux régimes, que ce soit celui d'Auguste ou celui de la France monarchique à partir en tout cas celle des Valois et des Bourbons. Donc, la référence ici à Ulysse est tout à fait intéressante. Et la fortune de Virgile, alors dans la culture des débuts de l'époque moderne, on doit sentir que j'ai quelque chose d'américain dans ma culture. Si je reprends nos discussions de ce matin sur les classiques et les baroques. Cette fortune est bien connue et donc la référence me paraît aussi tout à fait intéressante. Cela dit, c'est Ulysse, non pas Énée, qui, pour la Renaissance du XVe et XVIe siècle, assume effectivement la figure du voyageur. Et même si on pense à Panurge, Panourgos, celui qui est plein de ressources, il n'est pas indifférent de le rapprocher de Ulysse, le Polyméthis en grec, celui justement qui n'est jamais pris de court. Donc, paradoxalement, Vespucci réussit, ce que je trouve assez intéressant ici, à la fois à réinscrire la référence odysséenne et à la renouveler à son profit. Ce n'est pas l'Ulysse nostalgique qu'il évoque, mais le châtiment d'un Ulysse qui oublie au contraire sa condition humaine et qui cède à la curiosité au-delà du licite, qui est une préoccupation très actuelle pour Vespucci, qui découvre un monde nouveau et se demande si on peut aller au-delà de ce que Dieu a permis que l'on sache. Donc il y a ici une contradiction intéressante. Donc le voyageur réel, Vespucci, pose une rivalité textuelle avec l'archétype qu'il reprend et incarne pourtant Ulysse. Alors là encore, je ne vais pas lire ce passage, mais voilà la prédiction de Tirésias que j'évoquais il y a un instant. Je passe à quelques réflexions sur
authenticité et circulation. Et quand je dis circulation, je veux dire circulation textuelle. Bien que les narrateurs, je vous le disais, les scripteurs, insistent régulièrement sur le statut de leur texte comme témoignage de première main, c'est-à-dire qu'ils décrivent ce qu'ils ont vu, ils racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'on voit se développer en fait, c'est une pratique éminemment intertextuelle, plus ou moins consciente. Et la récurrence de quelques topoi, dont précisément les travaux d'Ulysse, qui semblent se substituer dans cette perspective aux travaux d'Hercule, mais les travaux d'Ulysse, ça représente ses épreuves, hein, c'est le même si le terme. Je me suis posé la question de savoir si travaux pouvaient avoir quelque chose à voir avec le voyage. De la même manière qu'en anglais, il semble y avoir une parenté entre les travels et les travails qui représenteraient les épreuves et les travaux. Je n'en sais rien, à voir peut-être, mais les travaux d'Ulysse reviennent comme un leitmotiv de la littérature. Et alors, parmi les topoi qui reviennent, par exemple, celui du paradis terrestre, dont la valeur idéologique peut être parfaitement instable. Ces gens de Léry, il y a à la fois une sorte d'admiration pour la santé, la fraîcheur de ces peuples qui n'ont pas été corrompus par tous les vices qui troublent l'Europe, surtout qu'on est en pleine guerre de religion et que l'Europe est déchirée. Et d'un autre côté, comme il est quand même un peu obsédé par la religion, il ne peut pas s'empêcher de plaindre ces pauvres peuples que Dieu a abandonnés. On pourrait presque lire du Pascal ici, mais c'est un rapprochement qui est peut-être un peu tiré par les cheveux. Lui-même ne serait pas très content, évidemment, il refuse de se dire protestant. En tout cas, le paradis terrestre peut prendre beaucoup de valeur. Pensez à la découverte par D'Ircona, le caractère anagrammatique, si j'ose dire, de Cyrano de Bergerac, qui découvre sur la Lune le paradis dont ont été chassés Adam et Ève. Donc là, ça a une fonction ludique, une fonction satirique, une fonction critique. Il y en a donc beaucoup. Et alors, se rattache à ce mythe, disons, ce topos, un mythe de la jeunesse du monde, du nouveau monde, que l'on retrouve dans Descoches, là encore un texte peut-être beaucoup plus connu, chapitre 6 du livre 3 de Montaigne, ici donc avec l'idée d'un monde nouveau, un monde jeune auquel on devrait encore apprendre son ABC, avec chez Montaigne la perception que peut-être nous sommes en train, nous, de hâter la déchéance de ce monde neuf, son vieillissement. Voilà, donc une idée aussi intéressante d'un âge des mondes. Le nôtre est vieux, il va disparaître. Le leur est neuf. Or, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir. Il n'est neuf, finalement, que dans la perspective du par-deçà, c'est-à-dire du découvreur et de l'explorateur. Mais au moins, chez Montaigne, peut-être, bon, il y a chez Léry un chapitre qui décrit toutes les atrocités du monde. Là aussi, il y a une sorte d'obsession dans ces récits sur le cannibalisme, sur l'anthropophagie. Mais Léry, comme Montaigne, en profite pour dire que ça n'est rien quand même au prix des horreurs que l'on a commises et que l'on commet en Europe au nom des religions. Chez Léry, je ne parlerai pas de relativisme culturel. Chez Montaigne, au moins, je me poserai la question. Là encore, les relations avec l'autre, ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc, quand je dis qu'il y a un retour de ces thèmes. Alors, justement, ce sont aussi des fantasmes. Je parlais de Jean-Baptiste Dutertre tout à l'heure et de ce qu'il dit au XVIIe siècle du caractère prolifique des esclaves, des femmes noires qui sont aussi de merveilleuses nourrices, et alors qui accouchent sans aucune difficulté et qui retournent travailler le lendemain. Alors, cela, curieusement... je ne l'ai pas, ça n'est pas grave. C'est quelque chose que l'on trouve aussi déjà chez Vespucci à propos des Amérindiens. Alors, la luxure
voici ce qu'il nous dit. Les femmes sont très prolifiques. Alors je passe, elles sont plus luxurieuses que les hommes. Évidemment, ça semble être quelque chose d'universel. En Europe, les femmes sont plus proches de leur corps, etc. Je passe aussi rapidement. Là, c'est encore tout un autre aspect de la réflexion. Les femmes sont très prolifiques et pendant leur grossesse, elles ne refusent aucun travail. Leurs couches sont si faciles que le jour suivant, elles sont partout dehors et surtout pour se laver dans les rivières où elles restent saines comme des poissons. L'animalité de l'autre n'est jamais très loin. Alors, avant de passer à quelques exemples concrets, je dois quand même vous dire que je suis très légèrement inquiet de ce que je suis en train de vous proposer. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas lorsque vous proposez des sujets d'écriture, mais lorsque je propose à mes étudiantes, mes étudiants, de faire un travail personnel, la première chose qu'ils font systématiquement, c'est du copier-coller de Wikipédia. Alors, j'ai deux problèmes avec ça. C'est que certes, c'est intéressant de voir Wikipédia. Après tout, savoir ce qu'est... les encyclopédies ouvertes peuvent être intéressantes. J'ai même donné de l'argent. Mais quand même... je n'aime pas beaucoup l'idée que la réaction, ce soit du copier-coller. J'appelle ça du plagiat. Je me bats contre ça. Donc, si vous présentez à vos élèves l'idée que, mais regardez, ils passaient leur temps à se copier l'un l'autre, évidemment, vous risquez de les encourager à faire de même. Mais monsieur, mais madame, si Dutertre faisait ça, si Montaigne faisait ça, pourquoi pas moi ? Bon, je plaisante. En fait, il est au contraire, me semble-t-il, très remarquable de voir ces processus intertextuels et de voir surtout la longévité, vraiment sur au moins toute la période prémoderne, la première modernité, disons, jusqu'à la Révolution, et peut-être aujourd'hui encore. Donc, très rapidement, quelques réflexions plus concrètes. D'abord, deux sonnets. Les voilà. Ils sont là. Alors, le sonnet, bien connu, heureux, qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, ou qui, comme cet celui-là, a conquis la toison, et puis est revenu, plein d'usages et raisons, etc., etc. C'est typique. Voilà, je veux rentrer au pays. Bon, alors, je disais, oui, c'est très intéressant parce qu'en même temps, cela nous permet de montrer qu'il y a une grande circulation de ces textes littéraires. Alors, je vous ai mis une pièce liminaire de Léry qu'il a mise en tête donc, de son texte à partir de 1699. Donc, c'est un texte qui a évolué, et c'est un sonnet de l'auteur. Il parle de lui-même, on est encore dans le sujet. Et que nous dit-il ? Donc, je ne vous lis pas l'ensemble, mais les sauvages, la mer, les famines, la guerre, que j'ai vu naviguer, c'est la forme de l'époque, endurer et suivi, ne m'ont mangé, noyé et oxy, et près de moi, sans mal, est tombé le tonnerre, etc., etc. Alors, est-ce que Léry a connu le sonnet du Bellay ? À vrai dire, je n'en sais rien. Je n'ai même pas été très loin pour vérifier. Ce que je vois, c'est que Léry écrit un sonnet en vers rapporté. Vous voyez, vers rapporté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire parfaitement horizontalement et qu'au moins les deux premiers vers sont parfaitement dans la logique, le premier membre avec le premier membre, le deuxième, le troisième, le quatrième. À partir du troisième vers, ça se délite un peu puisque oxy renvoie à deux éléments précédents et puis après, ça se calme beaucoup. Or, alors, on est en 1699, c'est déjà loin après les œuvres de la Pléiade, mais enfin, Brigade, Pléiade, Jodelle a été un grand producteur de textes en vers rapportés. Alors, vous pourrez me dire, bon, alors c'est plus de la première nouveauté. Non, mais ça veut dire quand même que Jean de Léry a une certaine familiarité avec la vie poétique. Donc oui, disons, il y a ces sonnets dans l'air et Léry peut très bien les avoir connus. Or, si je regarde, et du coup je vais abréger ma démonstration, mais je vais simplement dire, regardez si vous voulez, comme c'est celui-là qui a conquis la toison, et vous avez, de l'autre côté, vous avez, je suis Grison
à 65 ans parvenu, parmi tant de travaux. Alors Ulysse n'est pas nommé, mais ses travaux sont là. Nous savons de quoi il s'agit. Suis Grison devenu. Donc, je n'ai pas le temps de faire la démonstration, mais vous voyez bien que Grison renvoie aussi bien à toison qu'à maison, qu'à raison, qu'à saison, etc. C'est le même réseau, au moins assonantique, que dans le schéma rimique du Bellay, et par ailleurs toison et grison renvoient à cela. Il est parvenu à l'âge de 65 ans, c'est un vieillard. Eh bien, nous avons aussi, et puis est revenu plein d'usages et raisons, vivant de ses parents le reste de son âge. Et si vous vouliez en être plus encore persuadé, et vous n'avez qu'à voir les rimes, la 4e rime du sonnet à 65 ans, suis parvenu, parmi tant de travaux, je suis Grison devenu. Vous voyez que vous avez une sorte de polyptote, de jeu étymologique, parvenu, devenu, et il en manque un qui serait revenu, qui renverrait effectivement, par son occultation même, à retourner. Donc, ce que je dis, c'est que aussi bien l'un et l'autre sonnet se comprennent dans ce réseau. Ça veut dire que quand vous faites des rapprochements de textes, il y a des contextes dans lesquels ces rapprochements ne sont pas faits par nous seulement, mais ils se justifient par une circulation réelle, intertextuelle, que l'on peut analyser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Léry et du Bellay ne disent absolument pas la même chose. Le topos est utilisé pour donner un sens complètement différent, puisque dans un cas, il s'agit, ironiquement ou pas, d'un éloge du retour, et dans l'autre, il s'agit pour Léry de se présenter en élu du Seigneur. Après tout, il est revenu, c'est grâce au Seigneur. Regardez, alors, ne me tuez pas, ne me faites pas de mal. Hein, je ne lis pas le reste du sonnet, parce que Dieu, en somme, m'a choisi. Ce serait très injuste si vous me faisiez du mal. Donc, il est intéressant à la fois de voir le rapport entre les deux et le fait que ces topoi servent à actualiser des sens finalement quelque peu différents. Donc, ceci, si vous voulez, pour montrer l'intérêt quand même de ces lectures croisées, là encore, avec... Alors, pour Léry, je peux encore vous confirmer que ce que je dis d'Ulysse me paraît, incontestable. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du texte, lorsqu'il parle de son propre retour... Est-ce que j'ai ça ? C'est sans importance. Donc, il nous dit que, bon, et voilà, c'est comme ça qu'il est revenu, mais il ne peut pas dire qu'il a fait le tour du monde, et cet honneur, nous dit-il, il le doit à Jean-Sébastien d'Elcano, espagnol, et il cite en manchette, et c'est ça qui est intéressant. Alors, en manchette, c'est-à-dire en titre latéral, il y a beaucoup de titres latéraux dans ce texte. Alors, il cite une référence... alors c'est Francisco López de Gomara, Histoire générale des Indes, chapitre 98, et Franck Lestringant, que je remercie ici, nous donne une traduction de l'époque de ce texte. Les travaux et dangers d'Ulysse ne sont rien au respect de ceux de Jehan Sébastien d'Elcano. Donc, voilà le texte encadré entre deux mentions d'Ulysse. Et nous voilà avec un Ulysse chrétien protestant, donc qui nous raconte son voyage, un voyage dont je voudrais, pour terminer, vous montrer que même s'il passe son temps à nous dire « j'y étais, je l'ai vu, j'ai donc raison », eh bien, il l'écrit d'une manière assez particulière. Alors, ce qui serait bien, c'est... Eh bien, alors voilà, on va terminer. Donc, j'allais vous présenter une lecture de la manière... Alors, je vous le dis très rapidement. Voilà la manière dont Jean de Léry nous présente son Rio de Janeiro, parce que c'est ça qu'il s'agit. Mais alors, il nous dit, alors ça c'est dans le chapitre 7, il nous dit, je cite cette partie importante, voilà, je dis en premier
ayant demeuré et navigué sur Icelle, la rivière Ganabara. Donc, les Portugalois l'appellent Genève, nous dit-il. Donc, je dis en premier ayant navigué et demeuré ici près d'1 an, croyez-moi, moi, je sais de quoi je parle, au reste, voilà, donc, excusez-moi, je dois trouver le début de ma citation. De fond, quelques endroits, c'était... Et quant au reste, donc bien que les montagnes qui l'environnent de toutes parts ne soient pas si hautes que celles qui bornent le grand et spacieux lac d'eau douce de Genève, néanmoins, la terre ferme, l'avoisinant ainsi de tous côtés, elle est assez semblable à celui-ci, à celui. Quant à sa situation, que nous dit-il? Ça n'a rien à voir avec Genève, mais c'est pareil à Genève. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous parlais de surdétermination. Et je reviens ici à mon idée qu'on projette l'ailleurs sur l'ici, mais surtout l'ici sur l'ailleurs, que pour nous décrire un monde nouveau, que fait-on? On nous projette l'ancien, et pour un protestant obsédé par Calvin, qui est en relation constante par lettre avec Genève, quand il lit, quand il pense Genève, il voit Genève et peut ainsi projeter Genève sur l'autre monde. Donc, je m'arrête ici sur 2 remarques au fond. Que peut-on faire à partir de ça? Alors, on peut relire les textes de l'époque, mais on peut aussi, relation avec l'autre, en proposer quand même des perspectives complètement nouvelles. Par exemple, nous vivons dans une époque où on a appris à penser en termes de postcolonial, c'est-à-dire que l'on pourrait revoir la question du côté de ceux qui ont été visités. Alors, dans mes références bibliographiques, justement, je cite un auteur qui s'intéresse Giuliano Oliosi, Adam et le Nouveau Monde, la naissance de l'anthropologie comme idéologie coloniale, des généalogies bibliques à la théorie raciale. Pensez, il y a un volume, L'Empire vous répond, qui est une traduction récente, 2011, d'un texte qui a été écrit en 1989. Ça met du temps à traduire. On peut aussi regarder le côté de Pénélope. Pénélopiade, l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, où tout à coup, c'est Pénélope qui nous raconte l'histoire de sa propre finesse et d'Ulysse, qui lui revient en racontant des tas de mensonges, mais qu'on croit, alors que son pauvre fils Télémaque, dont je n'ai rien dit, lui a vécu des tas d'aventures qu'il veut raconter, et on lui dit de se taire parce qu'il invente. Alors, ma dernière ouverture, mais je n'en parlerai pas, c'est une proposition. Pourquoi ai-je mis les 2 pigeons? Eh bien, parce qu'il me semble qu'on pourrait lire toute une série de textes à partir, comme des avatars du mythe d'Ulysse, puisque vous avez ces 2 pigeons, l'air très étranges, 2 frères, 2 amants, et puisque ça se termine sur amant, heureux amant, etc., de La Fontaine. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que vous avez là un voyage complètement raté, pardonnez-moi, du pauvre pigeon qui doit faire face à des travaux, tiens, comme c'est curieux, et qui finit par réussir à revenir. Mais alors la nostalgie, c'est-à-dire le désir du retour, n'est plus, puisque le retour est accompli, celui du voyageur, mais celui du locuteur, disons La Fontaine, qui se demande en fin de compte s'il a passé le temps d'aimer, si le temps des amours reviendra jamais. Donc nostalgie personnelle, ai-je passé le temps d'aimer? Merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions sur cette façon de faire vivre et se métamorphoser, entrer en résonance les voyages d'Ulysse, entre textes du XVIe et puis ceux de la culture classique, voire au-delà? Je donne volontiers la parole, mais je regarde s'il n'y en a pas. Oui, allez-y, je vous en prie. En fait, j'aurais voulu savoir le texte de Amerigo Vespucci que vous avez cité plusieurs fois.
Je voudrais savoir s'il est postérieur ou antérieur aux écrits de Christophe Colomb, par exemple la lettre à Louise de Sant'Angèle. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que le texte de Vespucci, il écrit tout à fait au début. Hein, je disais 1504, donc il y a eu des relations de Colomb antérieures, hein, mais aucune des relations antérieures, Colomb, d'autres voyageurs aussi, aucune des relations antérieures n'a eu justement ce succès de librairie. Alors maintenant, dans le détail, je pense qu'il y a une sorte de... Parce que c'est les lettres de Vespucci elles-mêmes sont sur plusieurs années, il y a plusieurs textes. Le Nouveau Monde, c'est une chose, c'est 1504, il y en a qui sont un peu antérieurs, etc. Donc là, Il y a des éditions facilement accessibles? le Nouveau Monde, oui, il y en a une en particulier que j'ai construite, qui est très intéressante du point de vue. Alors, il faut faire très attention parce que ne pas présenter la préface aux élèves, elle est pleine de fautes. C'est très étrange, de fautes d'orthographe, de fautes d'accord. Mais à part ça, elle est très intéressante, oui. Je pourrais vous la mettrai. On la mettra sur voilà, sur je mettrai document, tout hein. ce que je vous ai donné, ou pas donné d'ailleurs, je le fournirai en texte. Bon, merci beaucoup.